Bonsoir. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Là, je ne peux pas vérifier au fait. Comme convenu, nous avons décidé de reprendre cette série de webinaires. Et c'est une présentation que j'avais prévue de longue date, que j'ai dû annuler, c'était prévu au mois de janvier. Donc, qui va concerner une thématique un petit peu spécifique, particulière. C'est une thématique un peu, disons, ardue, mais que je vais essayer de développer tant bien que mal. Il m'est agréable de vous retrouver, de retrouver les membres du groupe de formation continue optométrie, qui aujourd'hui comprend à peu près 4260 membres de plus de 100 pays. Ça a pris beaucoup d'extension. Nous allons recevoir dans quelques temps Marie-J Cillier d'Afrique du Sud. Ça va être le 28. Et puis, on aura aussi le plaisir d'accueillir une sommité aussi dans le domaine de la neurooptométrie, qui est Cathy Stern, le professeur Cathy Stern des États-Unis, qui va aussi nous faire une présentation sur une thématique assez récente, sur des techniques de réhabilitation visuelle à travers la luminothérapie. Je ne saurais tarder, je vais commencer, après cette bienvenue, je vais commencer directement par ma présentation. Donc là, c'est un thème, je m'excuse parce qu'il y a eu quelques petits bobos, disons, dans une coquille s'est glissée, les gens pensaient que c'était jeudi. Jeudi 15, j'avais dans ma tête jeudi 15, en fait c'est vendredi 15, et comme jeudi, vendredi, donc j'ai eu à changer rapidement de date pour pouvoir le vendredi, c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'audience aujourd'hui. Cela étant dit, c'est toujours un plaisir de vous faire une présentation, de faire l'effort nécessaire pour faire cette présentation. Le groupe FCO a été initié à presque 2 ans, jour pour jour. Il a pour objectif de permettre à tout un chacun de ses membres de pouvoir profiter d'un certain nombre d'informations et de formations. Nous avons décidé que ce soit un groupe à but carrément non lucratif, non commercial, donc on s'est refusé à d'insérer toute publicité, on continue à le faire, toute publicité commerciale, elle est prohibée. Nous essayons dans la mesure du possible de permettre à nos membres d'avoir la vision la plus objective. Il va sans dire que c'est difficile de l'obtenir, étant donné que la plupart des intervenants sont soit impliqués dans des recherches spécifiques au profit d'entreprises, ou bien sont obligés de se référer à un certain nombre de produits. Mais nous essayons tout de même de donner la vision la plus objective des choses. Donc, je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui est très intéressant, parce que ce sont des patients souvent qu'on rencontre, soit ils passent à travers le tamis, donc là on les rencontre, on n'arrive pas à les cerner, leur plainte elle est tellement spécifique, ce n'est pas une baisse d'activité visuelle, ce n'est pas un problème de flou intermittent, ni un problème de folie, c'est beaucoup plus complexe que cela parce que ce sont des patients qui sont cérébro-lésés, donc ils ont des lésions cérébrales traumatiques, et cela va sans dire que c'est carrément un segment de la population qui est assez particulier. J'ai une mouche qui est en train de tourner, je m'excuse si je fais de temps en temps ce mouvement du bras. Je vais présenter ces commotions, aussi l'approche pour mettre en évidence les déficits et dysfonctionnements visuels et oculomoteurs, ainsi qu'une approche en neurooptométrie et de la réhabilitation. Je terminerai par une présentation aussi de quelques cas cliniques que j'ai eu le plaisir de parfaire mon approche avec.
Donc, dans le plan de la présentation, je vais commencer par des notes introductives. Je vais parler de l'intérêt d'une telle thématique, le cerveau en quelques diapos, la neuroplasticité cérébrale, c'est quoi et pourquoi, les lésions cérébrales acquises et les commotions, les lésions cérébrales traumatiques légères en particulier, les problèmes visuels associés aux lésions cérébrales, la neurooptométrie, une sous-spécialité qui fait ses premiers pas, ensuite quelques cas cliniques illustratifs. Donc, mes notes introductives vont commencer par d'abord parler de cette histoire de commotion. Alors, on parle de commotion, en anglais c'est concussion, donc c'est carrément un terme qui évoque un choc, et ce choc donc va probablement impacter soit superficiellement, soit moyennement, soit profondément le fonctionnement cérébral. Donc, il peut occasionner des altérations temporaires, prolongées ou permanentes à certaines des fonctions cérébrales. Cette commotion peut aussi être responsable de dommages infracliniques qui ne sont pas visibles à l'imagerie médicale, donc à l'IRM ou au scan, on ne peut pas observer de tels déficits ou de tels dommages, y compris en électrophysiologie, où c'est difficile aussi, que ce soit l'électrophysiologie oculaire ou cérébrale, de mettre en évidence ces dommages, donc ces atteintes infracliniques. Cette commotion peut générer des altérations à diverses fonctions visuelles. C'est un peu notre intérêt, donc, c'est d'étaler ces fonctions-là et de les décortiquer ensemble. La mise en évidence et le diagnostic de tel fonctionnement et troubles visuels nécessite donc une expertise. Et cette expertise donc, nécessite un effort de notre part pour pouvoir maîtriser un certain nombre de notions, de concepts, un certain nombre de techniques et aussi un certain nombre d'approches thérapeutiques qui sont pas difficiles à acquérir, mais au fait qui nécessitent de la concentration. Donc, un certain nombre de ces dysfonctions ou déficits visuels peuvent bénéficier d'une thérapie de réhabilitation s'appuyant essentiellement sur la neuroplasticité cérébrale. Donc, un autre axe que je vais développer tout à l'heure. La neurooptométrie est une spécialité de l'optométrie qui a vu le jour en Amérique du Nord à travers l'association Neurooptometric Rehabilitation Association. Cela va sans dire qu'au préalable, il y avait les grands-parents de cette filière, c'est le programme d'extension d'optométrie, Optometric Extension Program, qui date du temps de Shear et de Percival, etc. Donc, ensuite, il y a eu aussi le COVD, qui est aussi tenté donc de cerner ces problèmes, pris en charge par ces déficits particuliers à travers un certain nombre de techniques. Et par la suite, aujourd'hui, on parle de neurooptométrie réhabilitative. L'intérêt d'une telle thématique, c'est la possibilité de prise en charge des dysfonctionnements oculomoteurs, anomalies fréquentes sur la population cérébralisée, comme je l'avais dit, par la thérapie visuelle optométrique ou neurooptométrie, afin de réhabiliter les fonctions de la vision chez cette population. Donc, la réhabilitation neurooptométrique est un traitement individualisé qui va s'intéresser aux troubles liés à des syndromes développementaux, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cérébrales, etc. Alors, je vais commencer donc par présenter, si vous voulez, le support ou bien le terrain, donc le terrain privilégié de ce genre de lésion. Pour essayer un peu d'expliquer en quelques diapos, d'abord, le cerveau, c'est quoi? Ça, c'est un verre microscopique qui a été doté donc d'un cerveau. Donc, il mesure à peine 1 millimètre. Il compte 302 neurones qui sont spécialisés dans les sensations, la rétention d'informations et l'action. Dans ce qui est inéluctablement l'un des plus petits cerveaux du monde. À titre comparatif, les insectes en ont approximativement 1 million de neurones.
Donc, c'est pour vous dire au fait que les neurones, on rencontre aussi les neurones qui, chez des, j'allais dire, des espèces microscopiques, parce qu'ils vont jouer un rôle déterminant dans la survie et dans le développement de ces espèces. Là, nous avons donc un verre d'un millimètre, 300 de neurones. J'ai expliqué que, y compris pour les sensations, la rétention d'informations et l'action, ces neurones vont jouer un rôle important. Ensuite, le plus gros cerveau du renne animal pèse 7,8 kg. Il est chez le cachalot. À titre comparatif, vous avez chez l'homme normal 86 milliards de neurones, plus des cellules gliales, soit un poids de 1,5 kg. Donc, on a 10 000 milliards de synapses par centimètre cube. Nous allons voir combien de centimètres cubes possède le cerveau. Donc, l'information nerveuse circule à une vitesse de 120 mètres par seconde. Donc, c'est une information qui va circuler à grande vitesse. C'est carrément une voie rapide, à peu près à 430 km à l'heure. Notre organisme fabrique son cerveau au taux le plus élevé. Entre le 3e et le 7e mois de la grossesse, il génère environ 250 000 neurones par minute. On perd chaque jour environ 85 000 neurones du néocortex, soit l'équivalent de 31 millions par an. Quasiment un neurone chaque seconde est perdu. Mais cela étant dit, il y a d'autres neurones qui arrivent. Donc, nous parlons de pertes, mais on a aussi des profits parce qu'on gagne aussi en nombre de neurones. Les neurones peuvent vivre des décennies, mais s'ils ne sont pas utilisés, ils vont disparaître. Ce phénomène s'observe également avec l'âge. Ainsi, à 80 ans, le cerveau ne présente plus que 70% de ce qu'il était aux alentours de... Pardon, là je viens de faire une bêtise. Je le partage. Pardon. Le cerveau pèse à peu près, représente 2% du poids total de l'homme, mais il va consommer 20% de l'énergie totale. Il a un fort appétit de sang, donc il est largement irrigué. Le cerveau se compose de 4 lobes au niveau de la couche supérieure, appelé cortex. À lui tout seul, le lobe frontal représente 41% de ce cortex. Les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux comptent respectivement pour 22, 19 et 18%. Alors, dans la figure en bas à gauche, vous avez la représentation, si vous voulez, métabolique des neurones, la consommation de ces ressources, que ce soit en nutriments ou en oxygène, qui est très importante. Et à droite, vous avez donc une représentation du lobe frontal, du lobe temporal, du lobe pariétal et du lobe occipital. Et vous avez une animation qui montre un petit peu l'emplacement avec, bien sûr, plus bas, nous avons le cervelet et le tronc. Donc, le système nerveux central, au sens strict, se compose de l'encéphale, donc c'est le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et de la moelle épinière, desquels vont partir un réseau de nerfs. 12 paires sont directement reliées au cerveau, les nerfs crâniens. Le cerveau doit son volume à environ 1400 cm3 de cerveau. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a 10 000 milliards de synapses par centimètre cube. Alors, multipliez par 1400 et vous allez trouver un nombre effarant de synapses. Donc, les synapses sont les liaisons entre les différents neurones. Donc, ces synapses, nous allons voir, ont un rôle important dans la stabilité des fonctions. Et le cerveau, donc, a un volume de 1400 cm3, dans lequel il y a 300 millilitres de liquide. On a 150 millilitres de sang et 150 millilitres de liquide cérébrospinal, dans lequel le cerveau et la moelle épinière vont baigner. Donc, très majoritairement composé d'eau, 99% d'eau.
Le liquide cérébrospinal comporte aussi des protéines, du glucose et des ions inorganiques comme les ions de sodium, de potassium, de calcium, de magnésium ou chlorure. Le tout va conférer un pH intéressant parce que de 7,33. Donc, nous avons un pH de 7,33 qui va être là. Donc là, j'ai mis dans la planche en haut à droite un schéma pour rappeler un petit peu la position du cerveau, du cervelet. Ensuite, plus bas, il y a les différents nerfs, les différents nerfs crâniens. Et ce qui nous intéresse, vous vous rappelez, ce sont le nerf optique, le nerf optique, le 2, ensuite le nerf oculomoteur, le 3, ensuite on a le trochléaire ou le pathétique, le 4, ensuite on a le trijumeau, le 6, pardon, l'abducens, le 6, et le trijumeau, le 5. Mais pratiquement dans l'oculomotricité, nous allons avoir l'oculomoteur 3, le trochléaire et l'abducens, ou ce qu'on appelle, nous, si vous voulez, l'innervation des droits externes ou des droits latéraux. Alors, je vais parler de la neuroplasticité parce que la neuroplasticité est une chose aujourd'hui acquise, maîtrisée, et il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dessus. Alors là, c'est une belle image, c'est un beau dessin qui montre qu'au fait qu'il y a un système d'autoréparation, si vous voulez. Grâce à cette neuroplasticité, on a la possibilité d'y remédier à des atteintes cérébrales. Nous l'avons empiriquement observé depuis des lustres qu'en fait, une personne qui a un traumatisme crânien ou bien qui subit donc une attaque cérébrale ou autre chose donc, qui va impacter le fonctionnement de son cerveau, pourra récupérer. Et tout dépendra bien sûr de la profondeur et du type de lésion. Il pourra probablement récupérer notamment une partie, sinon toutes ces fonctions, si les choses évoluent positivement. Donc, la neuroplasticité cérébrale, c'est quoi? Si vous voulez, c'est la plasticité neuronale qui va se définir comme l'ensemble des manifestations traduisant la capacité des neurones à se modifier et se remodeler dans le but d'une meilleure capacité d'adaptation à de nouvelles situations tout au long de la vie. Donc, c'est une capacité que nous avons, qu'a le cerveau, à pouvoir donc se modifier et se remodeler et s'adapter aux nouvelles situations tout au long de la vie. Je m'excuse, là je vais arrêter et je vais reprendre. Il n'y a pas d'image là. Alors, est-ce que vous avez l'image maintenant? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer s'il y a l'image? Ok, donc ça, je dois revenir sur quelques planches, j'imagine. Ok, je vais revenir sur quelques planches. Moi, j'ai vu la partie blanche parce que de toute façon, cette présentation va être diffusée donc, sur la page du groupe. Ensuite, sur donc là, je parlais des capacités de l'homme par rapport à différentes espèces. Donc, 86 milliards de neurones et de cellules gliales, 1,5 kg de poids, 10 000 milliards de synapses par centimètre cube, avec une vélocité de l'information qui frôle les 120 mètres par seconde, soit 430 km à l'heure. Donc, une véritable vitesse donc, dans l'acheminement de l'information, ensuite pour permettre une réaction rapide.
Notre organisme fabrique son cerveau au taux le plus élevé entre le 3e et le 7e mois de la grossesse. Il va générer 250 000 neurones par minute. On perd chaque jour environ 85 000 neurones du néocortex, soit l'équivalent de 31 millions de neurones par an, quasiment un neurone chaque seconde. Les neurones peuvent vivre des décennies, mais s'ils ne sont pas utilisés, ils vont disparaître. Ce phénomène s'observe également avec l'âge. Ainsi, à 80 ans, le cerveau ne représente plus que 70% de ce qu'il était autour de l'âge 20 ou 25 ans. Le cerveau représente 2% du poids total de l'homme, mais il va consommer 10 fois plus que ce poids, puisqu'il va consommer 20% de l'énergie totale, donc de l'organisme. Il a une caractéristique, il a un fort appétit de sang et il est richement donc, vascularisé. Le cerveau se comporte de 4 lobes au niveau de la couche supérieure, appelés cortex. Lui tout seul, le lobe frontal représente 41% de ce cortex. Les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux comptent respectivement 22, 19 et 18%. Vous voyez que le lobe occipital, où il y a le cortex visuel, représente uniquement 18%, et pourtant la fonction visuelle représente à elle seule 70% de l'apprentissage, de notre apprentissage dans la vie et dans nos occupations. Là, je ne vais pas commenter les images, elles sont très claires. Donc, je passe à la planche suivante. Le système nerveux central, le SNC, comme on dit, va se composer de l'encéphale et d'un réseau de nerfs, de la moelle épinière et d'un réseau de nerfs. L'encéphale, à lui tout seul, va compter le cerveau, le tronc cérébral et le cerveau. Et donc, le réseau de nerfs va compter 12 paires de nerfs. Ils sont illustrés dans la figure à droite en bas. Il a un volume de 1400 cm3. Rappelez-vous que tout à l'heure, on avait dit que 10 000 milliards de synapses par centimètre cube. Alors, multipliez 1400 par 10 000 milliards et vous allez retrouver un nombre effarant de synapses. Les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. On a aussi 300 ml de liquide, 150 ml de sang et 150 ml de liquide spérospinal, dans lequel le cerveau et la moelle épinière baignent. Très majoritairement composé d'eau, 99%. Ce liquide cérébrospinal comporte aussi des protéines, du glucose et des ions inorganiques, comme les ions de sodium, potassium, calcium, magnésium. Donc, ou chlorure. Le tout lui confère un pH de 7,3. Alors, la neuroplasticité, j'ai mis cette belle image qui montre la rénovation ou la reconstruction de ce qui semble avoir été perdu dans cette structure. Et là, c'est carrément, ça illustre toute la fonction de neuroplasticité dans son approche de reconstruction de ce qui a été soit perdu, soit atteint par des lésions ou autre chose. Donc, c'est quoi au fait la neuroplasticité? C'est une capacité des neurones à se modifier et à se remodeler dans le but d'une meilleure capacité d'adaptation à de nouvelles situations. Donc, tout au long de la vie, nous avons cette aptitude magnifique qui est de nous adapter à des situations particulières. À titre d'exemple, on peut apprendre des langues à n'importe quel âge, on peut apprendre des mathématiques, on peut apprendre d'autres choses parce que nous avons cette capacité, donc, des neurones à pouvoir se modifier et appréhender ces nouvelles exigences. J'ai été influencé depuis quelques années par cette thématique, parce que au début des années 80, j'ai eu la chance de partir en post-graduation en Grande-Bretagne, et là, je me suis retrouvé, j'allais dire presque accidentellement, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire comme thème de post-graduation. Et je balançais entre la lentille de contact, qui était nouvelle en ce temps-là, et puis d'autres thématiques telles que l'accommodation, la réfraction, etc. Mais au fait, je me suis retrouvé dans un laboratoire de sciences de la vision. C'était un laboratoire de neurosciences plutôt. Hein. Donc, c'était donc à UMIST en ce temps-là, University of Manchester Institute of Science and Technology, sous la supervision du professeur Janusz Kurokowski.
Alors, dans ce laboratoire, il y avait des travaux qui se menaient de recherche en neuroanatomie, en neurophysiologie, en électrophysiologie et en psychophysique. Donc, c'était réellement quelque chose de nouveau pour moi parce que quand je suis arrivé, je pensais que ça, si vous voulez, mon approche de l'optométrie s'arrêtait à la réfraction et probablement au dépistage d'un certain nombre de pathologies oculaires significatives que nous avaient enseigné nos professeurs à l'université d'Oran, notamment à la clinique d'ophtalmologie, à l'Institut d'ophtalmologie. Mais par la suite, je me suis rendu compte au fait que c'était plus vaste que cela et ça m'a permis de plonger dans la neurophysiologie et dans la psychophysique pour pouvoir réaliser un travail qui concernait, si vous voulez, la sensibilité au contraste et la sensibilité spectrale. Donc, j'ai dû travailler et j'ai dû apprendre, j'ai dû même aller en cours avec les deuxième année, troisième année, undergraduate, comme on dit, donc de première graduation, pour pouvoir apprendre les b.a.-ba de la neuroanatomie, de la neurophysiologie. Donc, j'ai été bousculé un petit peu par le professeur Kulokowski et toute l'équipe pour permettre un petit peu d'appréhender. Donc, bien sûr, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce qu'en ce temps-là, c'était en 81, Hubel et Wiesel avaient eu leur prix Nobel. Ils avaient fait des travaux qui avaient duré plus de 20 ans sur le système visuel. Ils avaient ramené un éclairage magnifique qui nous a permis par la suite de pouvoir continuer un petit peu à comprendre le système visuel, notamment le système nerveux et la partie qui concernait tout ce qui était perception des contrastes, perception des couleurs, perception des mouvements. Donc c'était réellement un temps où on découvrait beaucoup de choses et Dieu merci, ça m'a permis un petit peu de mieux cerner les choses. Ensuite, la deuxième influence m'est venue d'une rencontre hasardeuse sur le net avec professeur Lotfi Merabet, que vous voyez en haut, au milieu. C'est un optométriste donc, qui a fait sa graduation d'optométrie, son doctorat en optométrie à l'Université de Montréal. Et puis, donc, il s'est intéressé à tout ce qui est neuroanatomie, neurophysiologie du système visuel. Ça l'a amené à l'Institut Perkins, donc à côté de Boston. Ça lui a permis par la suite de pouvoir intégrer l'Université de Harvard. Il est aujourd'hui directeur du laboratoire de neuroplasticité à l'Université de Harvard. Il est aussi professeur associé au Medical School de l'Université de Harvard. Donc, il y a plein de conférences que j'ai partagées d'ailleurs dans la page du groupe. C'est en anglais, bien sûr, mais c'est un anglais qui est tellement bien parlé qu'on arrive à le comprendre. Deuxième des choses, c'est aussi une lecture que j'ai eue, c'est The Brain That Changes Itself. Donc, c'est une lecture que j'ai eue, donc que j'ai téléchargée, qui m'a aussi intéressé. Et la troisième des choses, j'ai rencontré cette citation de Santiago Ramón et Cajal. Chaque homme peut, s'il le désire, devenir le sculpteur de son propre cerveau. C'est une belle citation et c'est un pilier des neurosciences, ce gars-là. Quelles sont les étapes qu'on connaît dans le développement de la neuroplasticité? Nous avons d'abord William James en 1890 qui va évoquer dans son ouvrage Principles of Psychology, il va évoquer la neuroplasticité. Ensuite, on a Jerzy Konorski qui va aussi développer Conditional Reflex and Neuron Organization. Il va développer son approche de la neuroplasticité. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre, Donald Hebb, qui vient donc du domaine de la psychologie, qui va ramener donc un éclairage. On parle même aujourd'hui d'approche hébbienne, si vous voulez, tellement c'était rigoureux comme approche. On a aussi Paul Bach-Irita qui va encore développer et avoir une approche un peu plus concrète sur
la neuroplasticité grâce à un ouvrage qui s'appelle Brain Mechanisms in Sensory Substitution. Ensuite, on a le dernier qui va ramener réellement des choses très, très intéressantes. C'est Edward Taub en 1999, donc qui va rédiger un ouvrage qui va carrément bouleverser la neuroplasticité, qui va mettre sur les rails la neuroplasticité. Alors, donc notre cerveau change constamment au cours de la vie. Au cours du développement fœtal, les changements structurels sont dominants, tels que la neurogénèse, donc la genèse des neurones, la migration des neurones, tandis que dans le cerveau adulte, le type dominant de neuroplasticité, il va être fonctionnel. Donc, le premier, ça va être structurel, le deuxième, ça va être fonctionnel, permettant au cerveau de s'adapter constamment à l'environnement et aux blessures. Le plus grand défi pour la neuroréhabilitation à l'avenir de trouver, de définir les voies neuronales majeures et mineures, puis de viser à soutenir la neuroplasticité des circuits neuronaux compensatoires. On entend parler ça et là des tentatives de reconstruction, si vous voulez, des aspects liés à la rétine. À titre d'exemple, on entend parler des cellules souches, on entend parler aussi des micropuces, etc. Mais tout cela va concerner, si vous voulez, la périphérie. La partie centrale, elle est plus compliquée que cela. Donc, si vous voulez, si on arrive à cerner la neuroplasticité, si on arrive à l'orienter, on pourra probablement aider un peu plus ces nouvelles techniques donc de palliatives. Les différentes questions qui ont été posées, c'est la plasticité visuelle se produit-elle chez les adultes? Là, c'est oui, lié, parce que si on prend le cas de l'amblyopie, à titre d'exemple, on sait que des individus qui étaient amblyopes de l'œil, ils ont subi dans les ADERF un dégât, et puis par la suite, l'œil qui était amblyope a repris quelques dixièmes d'acuité visuelle. Donc, ça signifie que la plasticité visuelle, elle est encore présente chez les adultes. Elle n'est pas aussi forte que la plasticité visuelle chez les enfants, ça va de soi, mais disons qu'il n'y a pas d'arrêt de la plasticité notamment visuelle chez les adultes. Donc, quelle manifestation de la plasticité visuelle existe dans le cortex visuel? Donc là, c'est d'abord l'apprentissage perceptif et l'adaptation grâce à l'attention et pour optimiser les ressources, va nous permettre donc de pouvoir ramener, si vous voulez, optimiser cette plasticité visuelle. Il y a quelques coquilles qui sont introduites, je m'excuse, plasticité visuelle avec 2 L. Ensuite, qu'est-ce que le contexte biologique de la neuroplasticité? Le contexte biologique, nous allons voir tout à l'heure une figure, c'est comme était énoncé par Wandel et Smimarkis, il ne vaut pas la peine d'avoir un débat pour savoir si le cerveau est plastique ou non. C'est les deux. Il est plastique quand on veut bien, orienter sa plasticité, si vous voulez. Il n'est pas plastique parce que simplement quand on est fataliste, on arrête donc de pouvoir conditionner, si vous voulez, ce cerveau à pouvoir reprendre sa vertu qui est la plasticité. La pertinence de la plasticité, un bon nombre de traitements prometteurs pour les troubles rétiniens, je l'avais évoqué, vont avoir besoin de mieux cerner la neuroplasticité, de mieux l'orienter pour pouvoir bénéficier de cette restauration visuelle au niveau du cortex visuel. Alors, là, c'est le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, là, nous avons un signal en réseau, c'est des longueurs spatiales données. Vous avez donc du blanc, du gris qui va donc en forme sinusoïdale qui va augmenter jusqu'à devenir noir. Donc, ce stimulus est une tâche perceptuelle, elle est simple. On a aussi les tâches perceptuelles, ce sont des jeux vidéo
ou bien nous avons aussi pour ceux qui veulent développer autre chose, si vous voulez, au-delà du système visuel, les exercices aérobiques, ou bien les traitements pharmacologiques, tous ces stimuli, si vous voulez, parce que ce sont des véritables stimuli, vont pouvoir altérer deux aspects. Ils vont altérer la structure en bas, changement microstructural, qui va provoquer aussi un changement macrostructural. Et puis, les altérations fonctionnelles, ça va être une variation dans l'équilibre excitation-inhibition, mécanismes épigénétiques, donc environnementaux, si vous voulez, activité mitochondriale qui va reprendre, qui va être sollicitée, qui va avoir un impact sur la plasticité, et bien, comme je l'avais tout à l'heure précédemment parlé, de cet individu qui a ramené un peu plus de clarté dans cette histoire de neuroplasticité. Donc, si vous combinez les deux altérations fonctionnelles et structurelles, nous avons donc là la plasticité chez l'adulte. C'est un apprentissage perceptuel, une récupération par exemple de l'amblyopie ou une adaptation à des conditions particulières, qu'elles soient visuelles ou autres. Mais si vous voulez, je m'arrête un petit moment là pour pouvoir expliquer au fait que l'apprentissage perceptuel, c'est quoi? C'est solliciter d'un individu qui n'a pas d'expérience par rapport à un stimulus, de pouvoir le cerner et de pouvoir comprendre sa signification. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez cerner, comprendre, construire une perception, cela va de soi, va demander à des neurones de s'adapter à ce nouveau stimulus. La même chose pour ce qui est de la récupération de l'amblyopie. Vous avez, chacun de vous a une expérience avec l'amblyopie et chacun de vous adopte un certain nombre de techniques. Il y a quelques années, j'ai fait un travail de recherche sur la littérature, c'est une revue de littérature sur deux grands groupes qui ont mené des études longitudinales. C'était le groupe, le MOTAS, et puis le PEDIC. Le PEDIC, c'est un réseau d'ophtalmologistes, d'optométristes à travers les États-Unis. Le MOTAS, par contre, est un réseau à travers la Grande-Bretagne et qui sont arrivés à travers des études à affiner beaucoup plus cette histoire de pénalisation ou d'occlusion, si vous voulez, pour permettre une récupération de l'amblyopie. Et ça nous a permis aussi de comprendre mieux que la neuroplasticité n'était pas limitée à la période critique qu'on nous a tellement développé, dont on nous a tellement parlé, développé lors de nos études universitaires. C'est beaucoup plus large que cela. La neuroplasticité est un phénomène tout à fait naturel qui peut, bien sûr, il est au maximum à l'enfance, mais il peut aussi être présent, y compris à l'âge adulte. Alors, je vais maintenant entrer dans la thématique proprement dite. Ce sont les lésions cérébrales acquises, mais je vais parler beaucoup plus sur les commotions ou les lésions cérébrales traumatiques légères, parce que ce sont les lésions qui sont les mieux appréhendées et là où on obtient de meilleurs résultats. Donc, les lésions cérébrales acquises, nous en distinguons deux sortes. Les lésions cérébrales non traumatiques et les lésions cérébrales traumatiques. Nous allons bien sûr, dans notre thématique, nous intéresser aux lésions cérébrales traumatiques. Donc, je vais citer les lésions cérébrales non traumatiques juste à but, si vous voulez, didactique. Nous avons l'anoxie, les infections, les attaques donc, cérébrales, les tumeurs, les désordres métaboliques. Dans ce qui est des lésions cérébrales ouvertes, dans les lésions cérébrales traumatiques, nous en distinguons deux. La première, ce sont des lésions cérébrales ouvertes. La deuxième, ce sont des lésions cérébrales fermées. C'est que la première, ce sont des plaies pénétrantes qui ont porté atteinte, si vous voulez, à la structure soit du crâne à l'intérieur, soit du cerveau. Donc, qui vont occasionner un certain nombre de dégâts. On prend par exemple tout type d'assaut, donc d'agression, chute, accident, abus, chirurgie. Et dans les lésions cérébrales fermées, nous avons les quatre, si vous voulez, les quatre premiers, mais au fait, on n'a pas la chirurgie parce que c'est une lésion cérébrale fermée. Alors, quand je parle de chirurgie, parce que en dernier ressort, mon dernier cas va concerner une patiente qui a subi plusieurs chirurgies cérébrales et qui présente un certain nombre de plaintes donc, que nous allons par la suite voir et développer. Alors, les incidences et prévalences, on n'a pas d'incidence et prévalence
disponible pour des pays tels que l'Algérie ou le Maghreb, ou la zone Maghreb, Afrique du Nord ou autre. Nous faisons des projections à partir des statistiques ou des chiffres qui sont fournis par les pays qui ont un réseau de dépistage, un réseau de suivi, aussi un personnel plus spécialisé dans ces choses-là. Donc, aux États-Unis, plus de 235 000 personnes sont hospitalisées chaque année avec une lésion cérébrale traumatique. Alors, LCT, c'est lésion cérébrale traumatique. Parmi les 1,1 million de consultations d'urgence, et approximativement 50 000 décès en conséquence de ces lésions cérébrales traumatiques. 43,3% vont présenter des handicaps résiduels un an après le traumatisme. Aux USA, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, 691 000 sur 100 000 enfants et jeunes adultes avec LCT ont été traités en soins d'urgence. Et dans 74 sur 100 000 ont dû être hospitalisés, le taux de mortalité étant de 9 pour 100 000. Je n'ai pas les chiffres pour la France ou pour un autre pays à proximité. Alors, la commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien altérant le fonctionnement du cerveau. Ces effets sont généralement temporaires. Alors là, j'ai montré les conditions dans lesquelles probablement on rencontre le plus donc, de commotion, notamment les sports collectifs, les sports tels que le football, j'imagine le rugby un peu plus, la boxe, etc. Ensuite, les accidents du travail. Alors, une commotion est une lésion cérébro-traumatique qui affecte le fonctionnement du cerveau. On en distingue des lésions cérébrales à impact direct, des lésions cérébrales par accélération des décélération, et ça, ce n'est pas la tête qui est atteinte. En fait, le fait de secouer de manière très forte le corps avec son support, la tête, peut donner lieu à cette lésion cérébrale par accélération et décélération. Ensuite, la lésion cérébrale par explosion ou par souffle. Les lésions cérébro-traumatiques, c'est un domaine qu'on va rencontrer souvent dans notre activité, sauf que les gens n'en parlent pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre une commotion et puis les plaintes qui arrivent un peu plus tard, qui arrivent, comme on l'a vu tout à l'heure, un an après, avec des difficultés que nous allons décrire dans un petit moment. Donc, quels sont les symptômes et les signes? D'abord, juste après une lésion cérébrale traumatique, donc après un choc, on va avoir une brève période d'inconscience ou accompagnée de nausées et d'étourdissement. Dans un traumatisme crânien modéré, une perte de conscience d'une durée comprise entre 15 minutes et 6 heures, une période d'amnésie post-traumatique pouvant aller jusqu'à 24 heures. Dans un traumatisme crânien grave, c'est une condition dans laquelle le patient a été dans un état inconscient pendant 6 heures ou plus, ou une amnésie post-traumatique de 24 heures ou plus. Donc, nous allons voir comment distinguer ces choses-là. Alors, donc, cette lésion traumatique va perturber les fonctions cérébrales normales parce qu'elle sera causée par une force mécanique externe. Donc, les contraintes de cisaillement sur le cerveau et les vaisseaux sanguins. Il va de soi, quand il y a un traumatisme, il y a donc choc, si vous voulez, mécanique, qui va engendrer, donc, pour cette structure, même si elle est protégée, mais à l'intérieur, il y a, rappelez-vous, 99% d'eau, il y a des centaines de milliards de synapses, il y a une centaine de milliards de neurones, avec richement vascularisés, nous allons donc avoir des contraintes qui vont endommager. Qui vont donc résulter d'une accélération ou d'une décélération soudaine et souvent rotationnelle de la tête, qui vont être responsables pour la majeure partie des dommages occasionnés au cerveau. Alors, donc, les déficits, je vais parler de déficits de manière générale. Les déficits, nous allons constater au fait qu'il y a des déficits, de différents types de déficits.
Nous avons des déficits sensoriels, des déficits moteurs, des déficits perceptuels, des déficits comportementaux, des déficits cognitifs et des déficits émotionnels. Donc, sensoriels, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont les troubles visuels. Bien sûr, on s'est intéressé aussi les troubles occasionnés, le déficit occasionné sur un plan moteur, notamment les paralysies oculaires ou bien les troubles des mouvements oculaires. L'aspect cognitif, émotionnel, comportemental, perceptuel peut aussi donner lieu à un intérêt de notre part parce que nous allons aussi voir que dans les syndromes post-traumatiques, il y a cette histoire de négligence visuelle ou de sensibilité visuelle au mouvement qui nous interpelle parce que nous nous occupons de la vision en général. Donc, dans les, si vous voulez, la constellation de dysfonctionnement visuel post-LCT, nous commençons d'abord par les céphalées. Et les céphalées sont un motif de consultation récurrent. Souvent, ils sont associés à des migraines ou des douleurs ou un inconfort. Donc, dans les céphalées, je me rappelle tout le temps d'un cours, une conférence à laquelle j'ai assisté, je pose toujours la même question. Est-ce qu'il vous arrive d'être réveillé par les céphalées, par la douleur? Si tel est le cas, c'est que nous sommes en face de quelque chose qui est actif et qui est plutôt maligne. Donc, ne pas perdre son temps à essayer de soulager à travers une réfraction, quelle que soit votre dextérité, votre précision. Là, vous allez faire perdre du temps. Donc, dans les céphalées et les migraines, il y a à boire et à manger. Et il va falloir apprendre à distinguer entre les céphalées, à situer leur contexte clinique pour pouvoir un petit peu, par la suite, aider le patient. Deuxième des choses, c'est la diplopie. Alors, dans la diplopie, et j'ai l'occasion de recevoir beaucoup de gens qui présentent des diplopies parce qu'il y a un certain nombre de centres hospitaliers qui m'en envoient, notamment pour soit faire une cordimétrie à l'écran de S, et soit pour essayer de trouver une solution prismatique pour éliminer cette diplopie. Donc, la diplopie, elle est fréquente aussi fréquente. Nous avons l'hémianopsie homonyme, qui est une perte d'une partie du champ visuel, de la moitié du champ visuel. Ensuite, la chose à laquelle nous prêtons attention, c'est aussi la difficulté à focaliser. Et ça nous interpelle parce que souvent dans notre approche réfractive, nous souhaitons donc, en vision de loin, amoindrir l'intervention de l'accommodation, compenser à même de permettre un repos, si vous voulez, le maximal, sans participation de l'accommodation. Et en vision de près, nous sommes obligés aussi de compenser, si vous voulez, par exemple, les gens qui ont des déficiences accommodatives. Et cela va de soi que pour nous, c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba de notre métier, mesurer le plancton proxime accommodatif, donc déduire l'amplitude d'accommodation, soit par mesure à partir du PPA, soit à partir avec des verres concaves pour pouvoir voir et essayer de comparer par rapport aux normes, notamment dont nous allons parler dans un petit moment, pour situer ces normes-là. On a aussi l'impression de mouvement qui lors de la lecture, et ça rend difficile à l'individu de pouvoir lire, et ça c'est réellement, parfois on parle de décompensation d'un certain nombre de phories, de problèmes de réserve fusionnelle, nous allons l'aborder tout à l'heure. Alors, difficulté à suivre, là nous pouvons tester, si vous voulez, un mouvement de poursuite. Sensibilité à la lumière, c'est une caractéristique décrite chez tous les traumatisés, tous les cerveaux lésés. Donc, il y a une photophobie qui est décrite. Ensuite, en dernier lieu, une vision floue. Donc, vous voyez, c'est quand même très large et ça nous pose un problème pour pouvoir comprendre tous ces aspects-là et pouvoir essayer d'y remédier. Alors, les principales causes des lésions cérébrales traumatiques qui entraînent une hospitalisation, ça a été des statistiques qui ont été données.
par le CDC, le Centre of Disease and Control, et aussi par, ils ont été recoupés aussi par un autre travail qui a été mené par des chercheurs. Les causes les plus fréquentes sont les chutes, 35 à 45%, et vous voyez que les chutes vont concerner autant les enfants et les jeunes de 0 à 19 ans que les personnes âgées, 60 ans et plus. Elles sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, et ce dans chaque groupe d'âge. La deuxième cause, c'est les accidents de la route, 17 à 36%. Troisième, ce sont les collisions. Collisions, quand je parle de collisions de crâne contre objet, etc. 10 à 17%. Ensuite, en dernier lieu, viennent les agressions à 9 à 10%. Alors, ça, c'est une échelle qui nous permet de situer la gravité de la lésion. Alors, ce sont des scores, c'est une échelle qui permet de faire un score et de pouvoir par la suite un score de la lésion et de pouvoir situer est-ce que c'est une lésion qui est légère, moyenne ou une lésion qui est grave. Donc, si vous avez ce total entre 13 à 15, votre lésion, elle est légère. Si elle est entre 9 à 12, elle est modérée. Et si elle est, entre 9 à 12, elle est modérée. Et si elle est inférieure, donc entre 3 à 8, elle est grave. Donc, ça nous permet de voir. Alors, quelles sont les questions qui sont posées? Ouverture des yeux, est-ce que c'est spontané juste après l'incident? Ou bien il a fallu du bruit et l'appel? Ou bien à la douleur? Ou bien aucune ouverture des yeux? Réponse verbale, orientée claire, confuse, parole inappropriée, son incompréhensible ou aucun son. Réponse motrice, sur ordre, bougez votre main, il bouge. Orienté, donc on l'aide à bouger la main. Évitement, la personne évite de bouger la main. Décortication, décérébration ou aucune. Score de l'échelle de Glasgow, meilleur score possible, 15, pire score possible, 3. En cas d'intubation trachéale, la réponse verbale est marquée d'un T. Donc, meilleur score possible chez un sujet intubé, c'est 10T par exemple. Là. Pire score possible chez un sujet intubé, c'est 2T. Donc, ce sont des scores qui vont permettre de situer la gravité de la lésion. Là, vous avez, on combine, si vous voulez, 3 paramètres, l'échelle de Glasgow, la perte de conscience et l'amnésie post-traumatique pour pouvoir différencier entre atteinte de lésions sévères, modérées ou légères. Alors, voilà. Donc, ce type-là, le malheureux, il s'est tapé la tête contre le mur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un double impact. Le premier impact, vous le voyez, c'est au niveau du lobe frontal. Ce lobe frontal va subir donc une contrainte mécanique, mais cela étant dit, parce que le cerveau, c'est de la flotte et que ça bouge, donc on va avoir le choc qui va avoir une décélération qu'on appelle le contre-coup. Et ça va blesser, quel endroit? Ça va blesser pratiquement, dans l'occasion d'une blessure au niveau de l'occiput, au niveau donc dans la zone, si vous voulez, de cortex visuel. Mais vous voyez, donc on a une force d'accélération, c'est la blessure par coup, et une force de décélération, c'est la blessure par contre-coup. Donc on a réellement le cerveau qui va être secoué rapidement et de manière intense. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va voir d'abord la première des choses, c'est que on a quelques protections qui sont là. Donc on a l'os du crâne, ensuite on a un certain nombre de membranes qui vont essayer de protéger, mais au fait, même s'il y a protection, il y a eu secousse, donc on va avoir une lésion, un traumatisme cérébral qui va être diffus pratiquement sur toute la zone du cerveau. Bien sûr, le front va être largement secoué. Vous vous rappelez qu'on avait plus de 40%, donc 40%, le lobe frontal représente à peu près 40% du volume du cerveau. Donc, c'est une zone qui, nous allons expliquer tout à l'heure, que c'est une zone qui est très vulnérable. On va avoir aussi un cisaillement axonal. Donc, vous voyez l'image qui est en bas, elle nous montre le neurone, la matière grise, ensuite les dendrites.
Et là, nous allons avoir carrément un cisaillement. La flèche jaune montre le cisaillement. Donc, la matière blanche, la matière grise en haut, la matière blanche en bas. Et puis, il y a les synapses, si vous voulez, les dendrites. Donc, les synapses vont être carrément secouées et coupées. Et alors, ça va occasionner, des lésions importantes. Ce sont des lésions qui sont en premier instant irrémédiables, mais au fait, on va voir qu'il y a aussi, la situation n'est pas aussi dramatique que ça, parfois quand c'est léger, il y a restauration de ces connexions ou d'autres connexions qui vont jouer un rôle important dans la rémédiation. Alors, donc, trauma de la tête, lésion axonale diffuse, axone tordu, déchiré, étiré, intégrité de la matière blanche perturbée, qui va donner une réduction de la force, du nombre et de l'organisation des synapses, et qui va conduire à deux choses. La première, c'est réduction de la synchronisation et du travail de déclenchement, donc qui va impacter aussi la dynamique neuronale réduite. Et en deuxième lieu, nous allons avoir donc une baisse de la précision de la réponse, donc une baisse de la précision de la réponse et une variabilité de la réponse qui va être accrue. Et les dynamiques neuronales réduites vont donner lieu à une réactivité lente. Donc, cela, pour expliquer simplement, ça va donner un certain nombre de symptômes. Et puis par la suite, ça va, bien sûr qu'on peut retrouver, en faisant un travail d'investigation, on peut retrouver aussi un certain nombre de signes cliniques, notamment les temps de réaction, l'imprécision, etc. Nous allons l'aborder dans un petit moment. Vous voyez un petit peu cette boucle, donc, du trauma de la tête jusqu'aux symptômes. Vous avez tous ces effets-là. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a le cerveau est largement secoué, 99% d'eau, de protéines, de nutriments, de sodium, de potassium, etc., et de chlorure. Tout ça va faire en sorte que nous baignons dans la biochimie, là, hein. Donc, on va avoir des impacts aussi biochimiques. Alors, on va parler de la blessure primaire qui est causée par une force mécanique. Elle va provoquer quoi? Elle va provoquer d'abord une libération, elle va provoquer un apport de calcium qui va donner à des réactions radicalaires, qui va donner un excès de calcium intracellulaire plus radicaux libres, qui va occasionner une augmentation de la production d'oxyde nitrique, qui va donner à des réactions radicalaires plus peroxydation lipidique, qui va libérer des acides aminés excitateurs. Donc, on a une blessure par force mécanique et nous allons avoir une blessure secondaire par réaction biochimique. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait. Donc, on est là, en plein dedans. On a un double dégât. Un dégât mécanique, si vous voulez, physique, et un dégât aussi biochimique qui est secondaire. Alors, donc, dans les commotions ou traumatismes crâniens contendants avec blessure, par exemple, du vertèbre cervical, on a des lésions axonales diffuses. Les axones le long du trajet accommodatif vont être tordus, déchirés, étirés. On va aussi avoir l'intégrité de la matière blanche qui va être compromise. Ça donne lieu à une réduction de la force et du nombre de l'organisation des synapses, réduction de la synchronisation et de la cadence des impulsions, réduction de la dynamique neuronale. La réduction de la force et du nombre de l'organisation des synapses va donner lieu à une réduction maximale de la quantité d'accommodation. Et à titre d'exemple, le punctum proximal accommodatif va être remis en cause, il ne va pas être aussi performant. Cela va donner lieu à des symptômes flous intermittents, recentrage ralenti, lors de la fixation à différentes distances, ralentissement, ensuite la réduction de la dynamique neuronale va donner lieu aussi au ralentissement de dynamique accommodative. Donc, on a un double impact, réduction maximum de la quantité d'accommodation et réduction ou ralentissement des dynamiques accommodatives. Je vais expliquer l'approche telle qu'elle a été déterminée, si vous voulez, par un certain nombre de chercheurs. On pense que nous avons deux processus. Un processus visuel focal, il est orienté vers le détail, l'identification, l'attention, la concentration, l'isolement de la figure du sol.
Il est conscient. Il est lié à la fonction du cortex occipital, donc dans la zone V1, que sur la figure, et des aires associées V2, V3, V5, MT, V4 et V8. D'accord? Ensuite, nous avons le processus ambiant ou le processus visuel spatial qui est dédié à l'orientation spatiale, l'équilibre, la posture et le mouvement. Il est préconscient. Il est transmis principalement au niveau du mésencéphale, bien que le cortex occipital va jouer également un rôle. Il intègre l'information avec le système sensoriel moteur. Donc là, ce qu'on va retenir, je vais le schématiser rapidement dans cette planche. Un flux ventral qui mène au lobe temporal, qui est impliqué dans l'identification et la reconnaissance visuelle d'objets. Un flux dorsal impliqué dans le traitement de la localisation spatiale de l'objet par rapport à l'observateur et dans la répétition de la parole. Vous avez deux flux. Le flux ventral, c'est, si vous voulez une question, c'est quoi? Le flux, il va identifier la reconnaissance donc, visuelle, etc. Donc, c'est quoi? Le deuxième, le flux dorsal, il est beaucoup plus situé dans le où. Et ça, c'est pour localiser l'objet dans l'espace. Donc, ce sont deux flux, j'ai mis schématiquement ces flux-là par rapport aux quatre grandes zones, si vous voulez, frontale, pariétale, temporale et occipitale. Alors, le flux ventral et le flux dorsal, le quoi et le où, vont être différenciés par différentes fonctions. Le premier va avoir une fonction de reconnaissance et d'identification, le second va avoir beaucoup plus une fonction de comportement guidé visuellement. La deuxième, c'est la sensibilité. Donc, la sensibilité, le premier, il est très sensible aux hautes fréquences spatiales, détail, donc c'est un peu l'acuité visuelle, si vous voulez, des dixièmes. Le second, il est beaucoup plus sensible aux hautes fréquences temporales, c'est-à-dire la mobilité des objets dans l'espace. La mémoire, donc, le premier va avoir une représentation stockée à long terme, le second uniquement à court terme. Ce sont juste localisation et puis on oublie la localisation, on passe à autre chose. Donc, il est très dynamique, tandis que le deuxième, celui qui va nous permettre, le premier, celui qui va nous permettre d'identifier, de reconnaître, donc il a une représentation stockée à long terme. La vitesse, pour avoir la possibilité de déceler des mouvements rapides, bien sûr, c'est le système dorsal qui va s'en charger. La vitesse du système ventral va être relativement lente. La conscience, le système ventral, le quoi, généralement très élevé, et le où, généralement faible. On oublie rapidement la position de l'objet dans l'espace au bout de quelques secondes ou quelques minutes. Cadre de référence, le premier, il est allocentrique ou centré sur l'objet. Le deuxième, il est égocentrique ou centré sur l'observateur. L'entrée visuelle, principalement fovéale et parafovéale pour le premier, pour le système ventral, à travers la rétine. Et pour ce qui est de la vision monoculaire, généralement raisonnablement faible pour le système ventral, souvent large effet, exemple, mouvement parallaxe pour ce qui est du système dorsal. Donc, vous avez vu la structure, il y a une différenciation structurelle, une différenciation de fonction aussi, que nous avons étalée. Alors, ce n'est pas aussi simple que cela, le cerveau. Hein. Donc, vous voyez là, j'ai représenté le cerveau avec toutes les zones qui sont dédiées à des choses qu'on n'utilise pas. À titre d'exemple, en bas, vous voyez le générateur de saccade. Nous allons revenir dessus tout à l'heure avec un meilleur schéma pour pouvoir mieux le comprendre. L'information visuelle, elle est procédée au niveau du cortex occipital. Ensuite, on a l'intégration visuospatiale dans les aires approximatives de cette zone V1, l'attention visuelle, et puis les programmes moteurs, la prédiction, la mémoire spatiale, l'inhibition, la mémoire temporelle, tout cela va permettre, donc ce n'est pas aussi simple que ça, les fonctions visuelles sont multiples, donc ce sont des zones qui sont dédiées, donc ce sont des circuiteries neuronaux très complexes. Vous voyez par exemple, la fixation centrale, elle est située à quel niveau? Donc elle est réellement centrale, même au niveau du cerveau. L'exploration visuelle intentionnelle, elle est aussi au centre, donc parce qu'on aura beaucoup d'éléments à intégrer pour pouvoir donc, identifier
ou mener une fonction donnée. Là, c'est une coupe qui nous montre aussi, je voulais m'attarder notamment au niveau du mésencéphale, les neurones oculomoteurs, les muscles extraoculaires et les mouvements de divergence dont je n'ai pas encore parlé. On a aussi le noyau profond. Et là, vous voyez que c'est réellement situé à proximité du tronc cérébral. Dans le cas que j'ai présenté, vous allez comprendre rapidement les soucis qu'a cette patiente par rapport à tous ces aspects-là. Donc, là, j'ai représenté simplement les choses qui vont nous intéresser. Donc, nous allons avoir, en fait, nous avons besoin de deux fonctions essentielles. La fonction sensorielle, c'est ce qu'on appelle l'input visuel qui va aller dans différentes directions. Vous voyez, il va vers le cortex visuel. Ensuite, il va bifurquer aussi. Il va aller sur le collicule supérieur, etc., pour pouvoir générer, si vous voulez, une réaction du système oculomoteur, qui est une réaction output, qui va donc du cerveau vers les yeux pour les orienter à travers la musculature. Alors, les saccades des mouvements. Ce qui est intéressant, c'est que quand le nouveau-né arrive, donc il arrive avec les premiers réflexes, c'est le réflexe qu'on peut déjà provoquer, le réflexe optocinétique, c'est un réflexe de saccade. Et puis par la suite, juste après, il va développer un mouvement de poursuite. L'enfant, le nourrisson va pouvoir suivre les objets ou les individus. Donc, ce sont les fondements même de la vision, notamment de la motricité visuelle, donc oculomotrice. Donc, on va avoir les saccades et le mouvement de poursuite. Le cortex pariétal postérieur est représenté en vert, donc c'est cette zone-là. En bleu foncé sont figurées les aires corticales participant au mouvement oculaire. Alors, vous avez des aires qui sont dans la zone pariétale, vous avez des aires qui sont dans la zone frontale. En bleu clair, une représentation de la structure sous-corticale, elle est là en bleu clair, participant aux saccades. Les flèches entre les différentes structures présentent les principales connexions anatomiques qui permettent la constitution d'un réseau fonctionnel pour la réalisation des saccades. Alors, en noir, pour avoir la possibilité de faire des saccades, on a besoin de l'intégrité de ces circuiteries. Donc, toute cette intégrité doit être... Là, vous voyez qu'il y a un aller et un retour entre cette position qui est frontale avec la position qui est pariétale. Ensuite, vous avez aussi une projection vers le collicule supérieur et aussi un contact avec le tronc cérébral. Rappelez-vous, nous sommes à proximité des noyaux des différents nerfs de l'oculomotricité. Donc, en jaune, c'est la poursuite oculaire. Et vous voyez que ça chemine différemment entre le noir ce sont les circuiteries neuronaux, qui sont des saccades, et les jaunes qui sont les circuiteries neuronaux de la poursuite. Nous avons donc deux cheminements qui sont différents. Les saccades, leur rôle, c'est d'amener l'image d'un nouvel objet sur la forêt. À chaque fois que l'image décale, on fait un saut pour pouvoir la récupérer. Et ça, c'est une saccade. Si vous regardez une cible dont l'image saute soudain hors de la forêt, vos yeux conservent la position pendant environ 200 millisecondes, puis tournent rapidement afin de ramener l'image de l'objet sur la forêt. Et là, j'ai mis ce schéma-là pour vous expliquer un peu ce qui se passe lorsqu'il y a un mouvement rapide de l'œil, lorsqu'il y a modification à peu près de la position de la cible sur 5 degrés. Ça nous prend 30, et puis il y a une recherche, et puis par la suite, on localise l'objet. Donc, c'est pratiquement de l'instantané. Si vous regardez attentivement ces deux images, si vous alternez entre l'image de gauche et l'image de droite, et je vais vous poser la question, je ne sais, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pouvez toujours regarder, est-ce qu'il y a une différence entre les deux images? Alors, je vous laisse quelques secondes. Voilà, c'est très simple. Vous avez les deux personnes qui sont là vont échanger leur chapeau. Aussi simple que cela. Donc, c'est ça la différence entre les deux images.
C'est cette faculté que nous avons à pouvoir regarder le même objet, si vous voulez, sous deux plans différents, parfois nous l'air parce que c'est rapide, on fait ça rapidement, on n'arrive pas à discerner les détails. Donc, on doit faire ce mouvement de déplacement, fixer, identifier, ensuite revenir sur la deuxième image, fixer, identifier, ensuite comparer les deux images. Donc, on va faire appel à des centres beaucoup plus précis, beaucoup plus évolués, beaucoup plus sombres. Alors, je vais parler un peu de l'accommodation. L'accommodation, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis longtemps, n'est-ce pas, mes amis? Donc, et souvent, nous la schématisons avec juste en pensant que c'est une contraction des muscles ciliaires avec un relâchement de la capsule du cristallin, et puis on a soit on accommode, soit on désaccommode. Tout dépendra de dans quel sens vous voulez regarder la chose. En fait, c'est plus complexe que cela. On a les cônes rétiniens qui vont générer un signal de défocalisation. Ces signaux de flou sont additionnés et transmis à travers le cortex visuel. Donc, ça va passer par le corps genu latéral, de la couche magnocellulaire. Les réponses sont sommées, donc, dans des cellules corticales, formulent des signaux de flou sensoriel. Le signal est également transmis aux zones pariéto-temporales et au cervelet pour traitement et dissémination. Ensuite, le signal supranucléaire passe au mésencéphale, noyau d'Edinger et Westphal, où la commande motrice est formulée. Cette commande motrice est transmise au muscle ciliaire via le nerf oculomoteur 3, le ganglion ciliaire, puis le nerf ciliaire. Et là, on a un changement d'état de contraction du muscle ciliaire qui va donner lieu donc à un changement, à un cristallin qui va se déformer pour permettre une image rétinienne nette et une clarté de vision. Vous voyez, ça c'est quand même c'est assez complexe, n'est-ce pas? L'accommodation, on y pense quand on va dilater un enfant, on pense juste à la partie périphérique, on ne s'intéresse pas aux autres aspects, ça ne nous concerne pas tellement, hein. Donc on se dit, on va dilater pour éviter à l'enfant d'accommoder, pour avoir la réfraction la plus précise possible. Donc la cycloplégie va induire un certain nombre de changements par une midriase et une cycloplégie qui va nous permettre donc de pouvoir mesurer notre... Mais au fait, vous voyez, c'est plus compliqué que cela. Et bien sûr, ça, je vais rester dans le contexte, donc dans les lésions cérébrales traumatiques, on a aussi un impact sur cette fonction accommodative. Donc, le syndrome post-commotion cérébrale, on commence par la commotion cérébrale, ça va donner des céphalées, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire et des problèmes d'équilibre et de coordination. Si vous voulez, ça c'est un syndrome qui est assez complet parce qu'il va concerner, on ne peut pas isoler la vision du reste, hein. Donc, quand la personne a des céphalées, des problèmes de concentration, il ne pourra pas, bien sûr, avoir un gain ou un rendement visuel adéquat. S'il a un problème de mémoire, encore plus, s'il y a un problème d'équilibre, de coordination entre, s'il veut regarder le début de la ligne et qu'il regarde le bas de la page, il ne pourra pas quand même avoir un rendement visuel. Alors, quels sont les signes les plus récurrents dans les lésions, post-lésions cérébrales traumatiques modérées à sévères? Maux de tête persistants, nausées, vomissements, convulsions, incapacité à se réveiller, dilatation d'une ou de deux pupilles, troubles d'élocution, aphasie, dysarthrie, faiblesse, engourdissement des membres, perte de coordination, agitation. Donc là, c'est à titre d'information que je donne pour pouvoir un peu parfois différencier entre quand il y a un impact ou une lésion, si vous avez tous ces signes-là ou quelque chose comme ça, c'est grave, modéré à grave. Alors, par contre, dans les lésions cérébrotraumatiques légères, on peut avoir plusieurs symptômes cités précédemment, à un degré moindre, bien sûr, un problème d'équilibre, une vision trouble, une asthénopie, des acouphènes, une fatigue et trouble du sommeil, changement cognitif et émotionnel impactant l'humeur, générant la confusion et aussi occasionnant des problèmes à la mémoire. Alors,
En plus de ces symptômes, il y a une variété de symptômes visuels. J'ai mis exprès pour montrer soit ça impacte l'acuité visuelle, ça peut être de près, de loin ou les deux à la fois. Ça peut aussi impacter le champ visuel. On peut avoir aussi un impact sur les mouvements oculaires, donc notamment les mouvements de vergence, les saccades et poursuites. Les aspects les plus complexes de la perception visuelle, tels que la vision du mouvement, ça peut être impacté, on appelle ça l'achinopsie. Et la fonction visuospatiale, c'est une fonction qui nous permet, si vous voulez, de situer les objets, d'identifier les situer dans l'espace. Donc, ça va être impacté. Aspect pathologique des lésions corticales traumatiques, cérébrales traumatiques, elle va dépendre d'abord de la localisation de la lésion, soit dans le crâne, mais à l'extérieur du cerveau. Donc, on parle de lésions extra-axiales, ou dans le cerveau intra-axial. J'ai mis en bas, si vous avez remarqué, tout ce qui est référence littéraire. Si vous voulez regarder par la suite, je vais mettre ça. Vous pouvez vous intéresser et lire ces articles qui sont très intéressants. Donc, on a soit extra-axial, soit intra-axial. Ça dépend aussi du type de lésion, soit une lésion diffuse ou lésion focale. Ça dépend aussi des aires cérébrales spécifiques impactées. Donc, il y a quelques années, on a mis en place une imagerie par diffusion de tonsor, une technique pour distinguer la variabilité de propriétés des tissus. Elle a été particulièrement utile en relevant les dommages occasionnés au faisceau des fibres de la matière blanche. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un cisaillement au niveau de la matière blanche des synapses. La plupart des lésions focales affectent le cortex orbitofrontal, donc aire de Brodmann 10 et 11, je vais montrer le schéma dans un petit moment, et le lobe temporal antérieur, aire de Brodmann 38, impliquant dans la régulation de l'émotion, de l'olfaction et la prise de décision. Alors, les dysfonctionnements oculomoteurs suite à une lésion cérébrale traumatique légère, on a souvent, là c'est une étude qui a été menée où il y a eu des cerveaux lésés et des contrôles pour voir valider, si vous voulez, les symptômes. Donc on a 55% chez les LCT légères, donc les lésions corticales cérébrales traumatiques légères, dans les contrôles 5% avec un p-value de 0,012. Déficience des saccades 30%, donc des cerveaux lésés avaient une déficience des saccades, 0% pour les contrôles, déficience de la poursuite 60% chez les cerveaux lésés, 0% chez les contrôles, folie verticale 55% pour 5%, folie horizontale 45% pour 5%, dysfonctionnement accommodatif 65% pour 15%. Si vous regardez ce tableau, vous allez comprendre au fait que effectivement, les lésions corticales traumatiques et cérébrales traumatiques donnent lieu à ces déficiences, ces dysfonctionnements. Je continue sur l'aspect rapidement pathologique des LCT. En revanche, une lésion diffuse peut ne pas être apparente même en neuroimagerie et n'être détectée que lors des examens histologiques post-mortem. La détérioration post-lésion cérébrale traumatique résulte des lésions secondaires causées par la dégénérescence cellulaire et l'initiation des cascades biochimiques dont on a parlé tout à l'heure. Cette seconde lésion peut causer la séparation des axones de la matière blanche et de leur corps cellulaire, entraînant un élargissement, une perte de neurones. Des modifications du flux sanguin peuvent aussi entraîner une ischémie, une hypoxie cérébrale, un œdème, une augmentation de la pression intracrânienne. Donc, ce sont les aspects pathologiques des lésions cérébrales traumatiques. Alors, nous allons nous intéresser aux problèmes visuels dans ces lésions. Les symptômes visuels sont un effet secondaire fréquent lors d'une commotion ou d'une lésion cérébrale traumatique légère. Comme le rapportent les recherches, la prévalence des problèmes de vision qui peut être aussi faible que 69%, mais aussi élevée que 90% selon la Neuro-Optometric Rehabilitation Association. Pour les lésions cérébrales, en général, la littérature indique que 20 à 40% des personnes atteintes de traumatisme cérébral souffrent de troubles de la vision. Cependant, la prévalence exacte n'est pas connue car elle est souvent négligée ou non diagnostiquée.
D'accord, donc là, nous avons des personnes qui sont spécialisées dans le domaine, qui nous avancent le chiffre entre 69 et 90%. Pour les profanes, c'est 20 à 40% des personnes atteintes. Les problèmes visuels, je vais pas, vous pouvez les voir là. J'ai souligné juste deux choses qui m'intéressent en ce moment, c'est l'accommodation et le mouvement oculaire. Le reste, va impacter l'acuité visuelle, la photophobie, la vision des couleurs, la séropsie, tout va être impacté, y compris qu'on peut avoir des hallucinations visuelles. Les LCT peuvent avoir les effets suivants sur le système visuel: insuffisance d'accommodation, vision floue à distance de près ou les deux, insuffisance de convergence, diplopie, sensibilité à la lumière, photophobie, dysfonctionnement oculomoteur, capacité cognitive réduite avec une activité visuelle, vitesse réduite du traitement visuel ou temps de réaction. Alors, nous avons aussi un autre syndrome qui est très particulier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la déviation de la ligne médiane. Qu'est-ce que c'est que la ligne médiane? La ligne médiane en horizontale, si vous voulez, je prends mon stylo et j'essaie de le mettre au milieu. S'il est juste en face de l'arête de mon nez, c'est que j'ai une ligne médiane qui est normale. S'il est décalé à droite ou à gauche, elle est anormale. Donc, il y a une déviation. La même chose donc, en hauteur, je vais monter, arriver donc, au niveau du plan oculaire centré, je vais donc fixer et l'observateur va juger si c'est juste en face de mes yeux ou c'est plus bas ou plus haut. Donc là, ce sont des déviations de la ligne médiane, soit horizontale, soit verticale. Suite à un incident neurologique, à titre d'exemple, lésion, AVC, sclérose en plaques, paralysie cérébrale, etc. Et donc, on a ces deux syndromes que je viens de citer. Ce n'est pas Dula et ses coéquipiers qui vont conclure que le processus visuel ambiant, vous rappelez, le système dorsal ou magnocellulaire devient souvent dysfonctionnel lors des lésions cérébrales traumatiques. Rappelle la voie dorsale occipito-pariétale ou voie ambiante du haut et la voie ventrale occipito-temporale ou voie focale, voie du corps. Tout à l'heure, j'avais promis de montrer les œuvres de Brodmann. Il y a aujourd'hui d'autres appellations parce que la cartographie elle est ancienne, mais on continue à utiliser. Vous voyez, pour le 17, 18, 19, c'est V1, V2, V3 aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact qui a été occasionné au lobe frontal. Pourquoi on a souvent des impacts et des lésions très caractéristiques à ce niveau-là? Simplement parce que, je passe cette planche, je reviens juste sur la précédente, parce qu'il se trouve que nous avons des protrusions au niveau du crâne interne qui vont impacter. Nous avons comme des saillies, si vous voulez, au niveau du crâne à l'intérieur, qui vont mécaniquement toucher ces zones-là. Ils vont toucher la zone frontale et la zone plus bas qui est donc ce sont des aires vulnérables. L'aire 38, c'est des aires vulnérables du fait de la présence de saillies osseuses dans le crâne interne. Là, c'est schématiquement, après un traumatisme, il y a eu, pour montrer un petit peu les lésions qu'on peut avoir, on a au niveau du collectif supérieur, on a au niveau du tronc des noyaux, du tronc nerveux, donc là on a des atteintes, on a aussi quelques atteintes qui sont là au niveau de la substance noire. Là, ça c'est le noyau trochléaire. Donc c'est le noyau, si vous voulez, de ce fameux nerf qu'on appelle aussi le 4. Réhabilitation. Alors, je vais parler de la réhabilitation, c'est une thérapie beaucoup plus fonctionnelle. On va essayer d'agir sur la fonction pour stimuler l'organe à pouvoir récupérer. Donc, on a l'organe qui est porteur de fonction, il est traumatisé, donc l'organe est lésé, est blessé. L'organe est lésé, on a donc un mauvais fonctionnement de l'organe. Et puis, personne a besoin d'avoir de la réhabilitation fonctionnelle, dans la rééducation, pour pouvoir remettre en place
le système, si vous voulez, initial, en quelque sorte. C'est de rebooter avec des exercices et de la stimulation. Alors, les interventions thérapeutiques possibles pour traiter le problème visuel, je vais là citer un peu les thérapies. Par exemple, pour l'acuité visuelle, on peut prescrire des verres avec différentes teintes. On peut aussi combiner avec des prismes. La sensibilité au contraste peut être améliorée avec des verres photochromiques. La photophobie peut être diminuée avec des verres légèrement filtrants. On utilise généralement pour ce qui est à l'intérieur, on utilise des verres légèrement teintés dans le bleu et à l'extérieur, des verres légèrement teintés dans le marron. Mouvement oculaire affectant la lecture, on va faire de la réhabilitation oculomotrice liée à la lecture. Contrôle du regard, un entraînement de l'équilibre, des exercices, des mouvements oculaires et de conscience visuelle. La conduite, on va utiliser des stimulateurs de conduite pour évaluer et réhabiliter. Là, vous avez aussi les références littéraires. Alors, moi, je vais revenir un petit peu maintenant sur l'aspect clinique. Qu'est-ce qu'on fait au fait quand on est au niveau de notre cabinet à exercer notre activité et qu'on reçoit une personne porteuse de plainte avec un historique, soit conscient, soit inconscient de lésions cérébrales traumatiques. Alors, je reviens là. Je vais aborder directement donc les moyens. Au fait, dans notre activité, nous avons divers moyens, partant de la bord d'essai, du rythmoscope, si vous voulez, de la torche ou bien de stimuli à la lumière. Vous avez aussi le cover test, vous avez le mètre pour mesurer, vous avez un tas de choses qui vont vous permettre de pouvoir évaluer ces fonctions-là. Ensuite, si vous avez aussi une barre de prisme de Behrens, ou bien dans le frotteur, vous avez des prismes qui sont intégrés, là, vous pouvez réellement faire une évaluation. La première des choses, donc, j'ai un cas, donc qu'est-ce que je fais? Je vais analyser ce cas, essayer de manager. Il présente une exophorie opérée avec faible facilité directe de divergence et des mesures indirectes exerfusionnelles négatives. Donc, ce que je fais, je vais regarder en plus, est-ce qu'il a un autre problème? Il a une hyperphorie, droit sur gauche, au loin ou près, et des difficultés dans les tests de stimulation de l'accommodation. Ces résultats ont soutenu le diagnostic suivant, c'est que ce sujet cérébro-lésé a une insuffisance de convergence, une hyperphorie droit sur gauche et une insuffisance accommodative. Alors, je vais premièrement prescrire une compensation qui va être basée sur la rétinoscopie même, combinée à des prismes de une dioptrie base inférieure pour soulager l'hyperphorie à l'œil droit et une dioptrie base supérieure à l'œil gauche, basée sur la mesure donc de la disparité de fixation. Vous vous rappelez, on peut utiliser le test de Mallet pour pouvoir mesurer cette disparité de fixation et prescrire donc le prisme adéquat. Il a été aussi nécessaire de lui prescrire une thérapie visuelle de 22 séances au cabinet. Donc, je vais voir tout de suite le tableau de la diapo. Alors, cet individu avec quelques légers problèmes cognitifs, dont notamment celui de la mémorisation, conséquence donc de la lésion cérébrale traumatique, un problème de déviation verticale a demandé plus de visites, donc en thérapie visuelle. Cette déviation est en concomitante sans excyclotorsion. Donc voilà ce qu'on a obtenu avant la rééducation et après la rééducation. Ce sont les tests avec lesquels on va mesurer, test de l'écran. J'avais 2 dioptries, hyperphorie droit sur gauche, de loin. Avec après rééducation, je garde les 2 dioptries hyperphorie droit sur gauche, donc il n'y a pas d'impact réel sur cet aspect-là. Test de l'écran de près, 4 dioptries droit sur gauche, hyperphorie, je vais avoir la même chose. Là où on a un gain, c'est le ponctum proximal de convergence. Avant, il brisait à 10 cm. Ça arrivait à 10 cm, il voyait double la cible. Il ne recouvrait qu'à 25 cm. Maintenant, après la thérapie visuelle, nous avons pu obtenir 4 cm
en bris, donc on a gagné 6 cm. En recouvrement, nous avons gagné largement à 6 cm. Donc, il arrive à une convergence qui est quasi normale. En base interne, on a évalué ça, donc, ces réserves. Et là, les réserves en base interne n'ont pas changé, mais regardez les réserves en base externe. On a un changement drastique puisqu'on a augmenté les réserves fusionnelles. Facilité de vergence, là aussi. Donc, on a pu faciliter la vergence. On est passé de 5 cycles par minute à 12 cycles par minute. Ensuite, au niveau de l'accommodation, on était à 3 dioptries OD et OG. On est arrivé à 7 dioptries OD et OG. Donc, on a augmenté, si vous voulez, la réponse accommodative, sans plus d'accommodation. Je vais appuyer, je vais revenir. Je vais revenir, si vous permettez. Voilà, parfait. Alors, je vais aller sur le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cas numéro 3, j'ai sauté un cas, je m'excuse parce que je voulais un peu raccourcir. Elle présente une exophorie au loin, un dysfonctionnement accommodatif et insuffisance convergence. Comment on est arrivé à cette conclusion? Simplement, BCK, c'est une femme de 31 ans, chimiste dans une entreprise publique, en santé générale. Elle a subi 3 chirurgies cérébrales pour hydrocéphalie, mise en place ensuite retrait d'une valve du processus pinéal et pour une excision d'un kyste au niveau de la glande pinéale, hématome post-chirurgical obstruant l'aqueduc de Sylvius, confirmé par IRM. J'ai mis les commentaires des IRM. Donc, une IRM qui datait de 2019, une deuxième qui date de octobre 2021. Dans celle de 2019, hématome chronique post-opératoire au niveau de la région pinéale non compressive, intérêt éventuellement d'un contrôle à distance pour écarter toute lésion résiduelle sous-jacente. Et là, ils ont souligné qu'il y avait une régression de l'hydrocéphalie triventriculaire. Dans la deuxième, celle la plus récente, octobre 2021, donc ça fait ça un peu plus de 6 mois, pas d'évolutivité, aspect strictement superposable par rapport aux données IRM du 21 octobre 2021, date, les plus récentes. Hein. Celles-là, les plus récentes, je crois que ça date de 3 mois. Aspect inchangé des stigmates, hémorragie chronique à hauteur de la région pinéale, sans syndrome de masse tumorale avéré à ce niveau, pas d'hydrocéphalie. Alors, quelles sont les plaintes de la patiente? Quand elle est venue, elle a été orientée, entre guillemets, pour un bilan. En fait, elle présentait quoi? Elle présentait une diplopie intermittente avec surtout une instabilité de la fixation de l'image, une hypersensibilité à la lumière. Elle porte même des verres teintés, même à l'intérieur, fourmillement de l'hémiphase gauche et partie gauche du front, du haut du front, céphalée, front et hémiphase gauche avec irradiation vers la zone auriculaire, avec sensation de décharge électrique émanant du bas de la nuque jusqu'au front. Difficulté d'attention, de concentration, perte de la ligne lors de la lecture, sensation d'être dépassé dans les environnements occupés ou complexes. Bon, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, il y a d'autres sur lesquelles on va essayer tenter de cerner, donc d'identifier, d'évaluer, et par la suite, si on peut ramener quelques solutions, on les ramène. Alors, donc la première des choses, c'est, je vais donner un questionnaire que m'avait envoyé mon ami Yamam El Moradi, que j'ai dû traduire donc en français. C'est la liste de contrôle des symptômes visuels des lésions cérébrales acquises. Et c'est un questionnaire qui va de la vision double, si vous voulez, jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière ligne qui est la perception du sol incliné. Et là, ce que j'ai constaté, c'est qu'au fait, elle avait souvent, elle avait des maux de tête parfois, souvent elle avait une vision floue, vertige et nausée parfois, sensibilité à la lumière parfois, quoique elle s'est plainte un peu mieux, mais dans le questionnaire, moi j'ai respecté ses réponses, difficulté d'attention, de concentration souvent, et puis
Désorientation spatiale, c'était subaiguë chez elle, c'est toujours. Ensuite, se sentir dépassé dans les environnements occupés fort, c'est toujours. Donc, donc, il y a un score en bas. Donc, à la fin de la page, il y a un score qui nous permet d'évaluer, si vous voulez, ce total et qui nous permet un petit peu d'avoir une idée sur la gravité de cette situation. Ensuite, sachant que souvent est associé avec ces lésions cérébrales traumatiques, un problème de sécheresse oculaire, donc je me suis permis de lui donner un résumé, si vous voulez, des questions de l'OSDI. OSDI, c'est un questionnaire pour évaluer la sécheresse oculaire. Et là, j'ai noté au fait qu'elle a répondu pour vos yeux sont sensibles à la lumière en permanence. Donc, il y avait une contradiction entre ce qu'elle m'avait dit dans le premier questionnaire et le deuxième questionnaire. Elle m'a dit aussi que la vision floue, jamais. En fait, elle avait signalé. Donc, on a des réponses qui, parfois, on doit réfléchir et évaluer par la suite. Ne pas trop se fier juste pour être guidé par le questionnaire, mais ne pas trop se fier sur les réponses. Les réponses sont parfois ambiguës chez ces individus. Conduire ou se faire conduire, pas de souci, donc elle n'avait pas de plainte. Regarder la télé ou une tâche similaire parfois. Et puis, elle avait été mal à l'aise la plupart du temps quand il y a des conditions venteuses dans un endroit, d'une zone ou région à faible humidité. Donc, on a pu faire une gradation de sa sécheresse oculaire qui est de 11. La normale est également inférieure à 4. Donc, on est en présence aussi d'un problème. Et c'est tout à fait normal parce que on a un nerf qui est responsable du déclenchement, si vous voulez, des larmes. Donc, c'est un nerf qui part donc, de la proximité, à partir qui a un influx à partir de la cornée, et il va partir jusqu'au cerveau pour donner, orienter, si vous voulez, la glande principale pour sécréter une quantité de larmes. Donc, on a souvent, quand il y a une atteinte cérébrale, on doit évaluer cet aspect lié à la sécheresse oculaire. Là, ce sont les scans, juste pour montrer au fait qu'on a essayé de regarder attentivement les choses. Je viens juste là juste là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, au fait, un peu plus bas, parce que là, j'ai du mal à orienter ma barre, un peu plus bas, la zone dans laquelle elle a eu des problèmes, elle se situe dans cette zone. D'accord? Donc, on va continuer. Alors, schématiquement, voilà ce que j'ai. Donc, regardez qu'est-ce que nous avons à côté de la glande pinéale, dans la figure en bas. Nous avons un certain nombre, donc, pas loin, le nerf oculomoteur, ensuite les colliculus, vous vous rappelez, colliculus supérieur et inférieur, notamment supérieur. Il a un rôle dans la motricité aussi, y compris dans les saccades et aussi dans une partie du monde de poursuite. Donc, on a aussi, là, ce sont des schémas qui nous montrent un petit peu la position de la glande pinéale par rapport à toute l'innervation, notamment de l'oculomotricité. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai essayé de regarder, de faire un certain nombre de choses pour pouvoir cerner ces problèmes. La première des choses, c'est que j'ai fait un HES. Et vous voyez qu'au niveau du HES, l'écran de HES, on n'a pas une anomalie telle que classiquement, parce que quand elle a été orientée, on a parlé de paralysie du 6. Il n'y a pas de paralysie du 6. Là, nous avons peut-être une petite atteinte de l'inférieur, du oblique inférieur. Ça se limite à ça, donc, mais pas autre chose. On a aussi fait, donc, là, ce sont les fondés, si vous voulez, on a reconstruit pour chercher est-ce que la personne avait, en fait, un problème d'œdème papillaire. Il était présent, donc à un grade moindre. On a aussi les champs visuels statiques, celui de gauche, là, celui de droite est en haut, celui de gauche est là parce que j'ai dû déplacer. Donc, je ne sais pas ce qui se passe parce que là, vous n'arrivez pas à voir
Je sais pas si vous allez avoir celui du droit. Donc, on a fait deux sortes de... Là, je dois revenir sur cette planche. Donc, ce qui était caractéristique, c'est que quand on a fait le champ visuel statique, on avait d'abord des temps de réaction qui étaient lents, donc elle réagissait avec ce qu'on constatait qu'elle ne réagissait pas aussi promptement, son tombe électrique, et puis passé un bout de temps, elle signalait. Et puis quand on a fait la périmétrie cinétique, là nous avons constaté au fait que la personne avait beaucoup de difficultés à coordonner, donc, un objet en mouvement. Parce que le premier, c'est juste, vous êtes en train de regarder, vous avez des projections de points à l'intérieur de la coupole et vous appuyez quand vous voyez. La deuxième, c'est beaucoup plus un stimulus qui bouge. Donc, il va partir de la périphérie, si vous voulez, temporale, nasale ou supérieure inférieure, ou oblique, et il va aller vers le centre. Et là, vous devez cliquer quand vous allez distinguer donc, cette cible mouvante. Et là, nous avons constaté au fait que là, c'était réellement un problème, que même si son champ visuel semblait être dans les normes, ce champ visuel statique dans les normes, le champ visuel cinétique a été impacté. Donc, j'ai mis les conclusions. Par la suite, je vais rectifier la position de ces planches sur le PDF. Lors de la périmétrie statique, le temps de réaction de la portion était particulièrement lent. La périmétrie cinétique, configuration particulière et construction des octets notamment, semble indiquer que c'est le flux dorsal, processus ambiant, qui a été le plus lourdement impacté. Alors, j'ai la chance d'avoir un système sur mon phoroptère qui me permet de faire tous les tests relatifs à un petit peu, si vous voulez, les 21 points. Donc, et de me permettre d'avoir aussi des graphiques, de me signaler ce qui est bas, ce qui est élevé, ce qui est normal. Et quand j'ai terminé, donc ça me permet de pouvoir immédiatement pouvoir cerner les déficiences, les anomalies. Alors, quelles sont les anomalies? Cette personne présentait une exophorie de 4,50 au loin et une exophorie de 6,50 au près. Si l'exophorie au près est supérieure à celle au loin, on va immédiatement parler d'insuffisance de convergence, parce que c'est le signe le plus précis. Ensuite, ce qui nous conforte dans ça, c'est aussi le fait qu'on a aussi un rapport AC sur A qui est quand même assez bas, 2,50. Je parle du rapport AC sur A, gradient. Hein. Ensuite, on a les réserves qui sont complètement aléatoires, très diminuées. Et ceci étant dit, donc on a conclu que c'est une exophorie de loin et de près avec dysfonctionnement accommodatif et insuffisance de convergence. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ces acuités visuelles non corrigées, alors ça, c'est une caractéristique qui souvent nous trompe. Quand on a un patient qui a ses plaintes qui arrivent et qu'on passe à l'acuité visuelle à 10 dixièmes, on a tendance à lui dire, allez, tu peux partir, tu n'as rien. Donc, quand on regarde les acuités visuelles non corrigées au loin ou près, nous avons 10 dixièmes partout. C'est bien. Mais la chose si on passe systématiquement aux autres tests, à titre d'exemple, le ponction proxime de convergence avec cible accommodative, j'ai constaté un bris à 23 cm et un recouvrement à 25 cm. Test de l'écran, il m'a donné donc exophorie 4,50 dioptrie, test de l'écran, toutes les directions du regard, opération correction, exophorie, réfraction subjective, j'avais un petit astigmatisme, négligeable, j'allais dire, notamment qui était direct, et puis un astigmatisme mixte qui était aussi négligeable. Une phorie latérale au loin avec correction qui est restée constante, 4,50, parce que la correction, vous voyez, elle n'est pas très élevée, elle est presque, dans l'œil gauche, elle est presque nulle hein, en réfraction, en éclairance sphérique. On a aussi les vergences bases internes qui sont très amoindries, que ce soit en interne ou en externe. Phorie latérale de opérer une exophorie de 50.
Quand j'ai utilisé un -1, j'ai pu réduire à 4 dioptries parce que j'ai légèrement stimulé l'accommodation. Rappelez-vous que pour stimuler l'accommodation, on met du négatif. Vergence base interne opérée 1, 16 et 15. Vergence base externe opérée 8, 9 et 6. Facilité de vergence, on était à 6 cycles par minute. La RN et la RP étaient, donc l'accommodation relative négative, l'accommodation relative positive était complètement déséquilibrée. L'amplitude d'accommodation push-up, il était aussi à 4 dioptries. C'est une personne qui a 31 ans, donc en principe, on devait obtenir une valeur supérieure à ça. Le rapport à méthode du gradient de 50. Alors, donc, cette personne présente une décompensation intermittente de son exophorie, notamment auprès, cause de son insuffisance de convergence. C'est aggravé par une insuffisance de l'accommodation avec incapacité, presque une inertie accommodative. Donc, nous avons entamé, on n'a pas encore achevé le travail, un mois après le début donc, de la rééducation, de la réhabilitation. Nous sommes passés de 4,50 dioptries d'exophorie à 3 dioptries d'exophorie de au loin et de 50 dioptries d'exophorie à 5 dioptries d'exophorie de près. Nous avons récupéré le bris, nous sommes à 6 cm aujourd'hui avec un recoupement à 10 cm. On peut faire mieux. Ensuite, on est passé donc, sur les réserves, on est passé 2, 3 et 2 à 4, 14 et 10. Facilité de divergence de 5 cycles par minute, on est passé à 2 cycles par minute. Amplitude d'accommodation par push-up, on est passé de 3 dioptries, rappelez-vous, OD et OG, à 6 dioptries, OD et OG. Alors, bien sûr, la thérapie visuelle nécessitera du temps. Donc, ce sont des phases. Une première phase, nous sommes encore la première phase. Nous avons une deuxième phase, une troisième phase. Nous sommes sur quelque chose comme 26 séances à avoir. Donc là, j'ai mis ce qu'il y a comme test pratiquement qu'on peut donc soit faire sur place, soit réellement donner à la patiente pour qu'elle le fasse à domicile. Je lui ai remis donc une corde de Brock, photo 2 au milieu. Photo sur la gauche, la jeune femme avec la corde de Brock. Je lui ai remis aussi un stylo lampe avec une cible pour pouvoir travailler sur sa convergence, donc c'est l'exercice qu'elle va faire. Je lui ai mis des faces. Au début, j'ai commencé avec plus ou moins 1, et ensuite je suis à plus ou moins 50. Plus ou moins 1, j'ai pu récupérer, donc j'étais à 8 cycles par minute, elle est arrivée à 15 cycles par minute. Maintenant, sur le 1,5, elle était à 6 cycles par minute, elle est autour de 9 cycles par minute. On a aussi commencé à travailler sur les saccades parce qu'elle avait un souci. L'unique souci que nous avons, c'est les saccades en verticale. Elle a du mal à pouvoir les faire. Donc, les saccades horizontales, on a énormément évolué. On a aussi initié des séances des tâches de poursuite. Donc, la candidature vis-à-vis de ce cas, ses antécédents pathologiques, hydrocéphalie et kyste, ainsi que les 3 chirurgies lourdes, nous obligent à ne pas surmener la patiente. Un programme de 20 séances à raison d'1 à 2 séances par semaine de thérapie réhabilitative neurooptométrique en 3 phases a été tracé. On a inclus une prescription avec un prisme de dioptrie base interne pour chacun afin de réduire les effets des éléments diagnostiqués vu qu'elle est encore en convalescence post-op neurochirurgicale. On lui a recommandé des exercices avec les moyens suivants, remis lors de la 3e séance, corde de Brock, stylo lampe, flipper binoculaire, plus ou moins 1, plus ou moins 50, plus 2 et moins 2. Un paquet de stickers de 4 couleurs pour les saccades horizontales et verticales. Récemment, je lui ai remis aussi, les tests de Hart. Donc, ce sont des tests pour travailler à différentes distances sur les saccades et aussi c'est pour stimuler son accommodation. Alors, conclusion, notre compréhension et nos connaissances de l'organisation infinie du cerveau, du rôle de chacune des entités qui les composent, et de la performance individuelle et collective pour réaliser des fonctions complexes en des temps absolument minimes reste très infime.
La neuroplasticité cérébrale est aujourd'hui une réalité incontestable. Les incidents cérébraux perturbent le rendement fonctionnel du système visuel, moteur et sensoriel. Donc, identifier les déficits et dysfonctionnements d'un tel système suite à des lésions acquises, ainsi que développer des approches thérapeutiques, exige de nous, en tant que spécialistes de la vision, de fournir plus d'efforts et de nous consacrer à de telles notions. Consacrer en guillemets. Merci pour votre attention. Et puis, vous avez mon email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais rapidement donner. Il n'y a pas grand monde sur le Zoom. D'accord? J'imagine que sur la page Facebook, on a plus de monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, semble-t-il que je n'ai pas de questions. Donc, je suis chanceux aujourd'hui. Hein, pas de questions. Allez, je vous souhaite donc une agréable continuité. J'espère qu'on aura, avec professeur Katistan, dans quelques temps, un bon débat. Et puis, n'oubliez pas de noter que le 28, on a Dr Marie G. Sillier qui va nous parler de tout ce qui est pathologie du segment antérieur, notamment pathologie cornéenne. Je vous remercie.